Ils l'attaquèrent un peu avant la tombée de la nuit, alors qu'il marchait sur le bas-côté de la nationale 27, qui, 2 kilomètres en arrière, prenait le nom de Main Street en traversant la petite ville qu'il venait de laisser derrière lui. Il avait compté prendre à l'ouest, 2 kilomètres plus loin, sur la 63, qui l'aurait conduit à l'autoroute, d'où il aurait commencé son long voyage vers le nord. Il était un peu distrait, peut-être à cause des 2 bières qu'il venait d'avaler, mais il avait pourtant senti que quelque chose clochait. Au moment où il allait se souvenir des 4 ou 5 armoires à glace qui se tenaient au fond du bar, les types lui étaient tombés dessus, venus de nulle part. Nick se défendit de son mieux, en allongea un par terre, écrabouilla le nez d'un autre, cassé sans doute au bruit qu'il avait fait. Pendant quelques secondes, il crut qu'il allait peut-être s'en tirer. Qu'ils se battent sans faire le moindre bruit les énervait un peu, c'étaient des cloches. Ils avaient sans doute joué à ce petit jeu auparavant, sans problème, et ils ne s'attendaient certainement pas à tomber sur un os avec ce petit gringalet au sac à dos. Puis l'un d'eux le toucha juste au-dessus du menton. La bague qu'il portait lui fendit la lèvre inférieure, et Nick sentit le goût du sang chaud qui inondait sa bouche. Il tituba en arrière, et quelqu'un lui prit les bras. Il se débattit comme un fou, et se libéra une main, au moment où un poing fonçait vers son visage, comme une lune emballée. Avant que le poing ne lui ferme l'œil droit, il vit encore la bague qui brillait faiblement à la lumière des étoiles. Et il vit des étoiles, justement. Il sentit que sa conscience commençait à se dissoudre, à dériver dans des régions inconnues. Effrayé, il se débattit encore plus fort. L'homme à la bague était à nouveau devant lui, et Nick, craignant un autre boulet en plein visage, lui donna un coup de pied dans le ventre. Le souffle coupé, l'homme à la bague se plia en deux en poussant de petits aboiements, comme un fox terrier atteint de laryngite. Les autres se rapprochèrent. Pour Nick, ils n'étaient plus que des silhouettes maintenant, des malabars en chemise grise aux manches retroussées pour bien montrer leurs biceps constellés de taches de rousseur. Ils portaient d'énormes chaussures de chantier, des mèches de cheveux graisseux tombaient sur leurs sourcils. Dans les dernières lueurs du jour, il commença à croire à un mauvais rêve. Du sang coulait sur son œil gauche encore ouvert. On lui avait arraché son sac à dos. Les coups pleuvaient sur lui, et il devint une sorte de pantin désarticulé, dansant sur une corde effilochée. Mais il refusait de perdre totalement connaissance. Pas un bruit, sauf le halètement quand ils le matraquaient de leurs poings, et le gazouillis liquide d'un engoulevent au milieu des pins qui bordaient la route. Le type à la bague s'était remis sur ses pieds. « Tenez-le, dit-il, tenez-lui les bras !» Des mains lui prirent les bras. Un autre empoigna les cheveux crépus de Nick. « Et pourquoi il gueule pas ?» demanda l'un des autres, nerveux. « Hein, pourquoi qu'il crie pas, Ray ?»« Ah, je t'ai dit de ne pas nous appeler par nos noms, répondit l'homme à la bague. J'en ai rien à branler, pourquoi il gueule pas? Je vais lui faire sa fête. Ce fils de pute m'a tapé dans les couilles. Il va voir, le petit salaud. Le poing fonça vers lui. Nick détourna la tête et la bague creusa un sillon dans sa joue. Mais tenez-le, que je vous dis! Vous êtes des pédés ou quoi? Le poing fonça à nouveau et le nez de Nick s'écrasa comme une tomate. Nick n'arrivait plus à respirer. Sa conscience l'abandonnait comme une lampe de poche dont la lumière vacille quand les piles sont presque vides. Il ouvrit la bouche toute grande et avala une goulée d'air frais. L'engoulevent recommença à pousser son chant solitaire et mélodieux, mais Nick ne l'entendit pas davantage cette fois-ci que la première. « Tenez-le !» dirait. « Allez, tenez-le, nom de Dieu !» Et le poing fonça encore. Comme un chasse-neige, la bague fit voler en éclats 2 de ses dents de devant, une douleur tellement vive qu'il fut incapable de hurler. Ses jambes le lâchèrent, mais on le retenait toujours par derrière. « Hé, Ray, ça suffit! Tu veux le tuer ou quoi ?»« Tenez-le bien, répondit Ray. Cet enfant de putain m'a tapé dans les couilles, je vais l'écrabouiller. C'est alors que des phares balayèrent la route, bordée de broussailles et d'énormes pins. Nom de Dieu, on se barre. C'était la voix de Ray, mais Ray n'était plus devant lui. Nick lui en fut vaguement reconnaissant, mais le peu de conscience qui lui restait s'en allait avec l'effroyable douleur qui lui emportait la bouche. Il sentait des bouts de dents sur sa langue. Des mains le poussèrent, le catapultèrent en plein milieu de la route. 2 rondes lumières étaient braquées sur lui comme des projecteurs sur un acteur. Crissement de frein. Nick fit un moulinet avec ses bras et essaya de faire bouger ses jambes, mais elles refusèrent. Il l'avait laissé pour mort. Il s'écrasa sur l'asphalte, et le monde ne fut plus qu'un hurlement de freins et de pneus. Paralysé, il attendait que la voiture l'écrase. Au moins, il n'aurait plus mal à la bouche. Puis une pluie de gravillons lui frappa la joue, et il vit un pneu qui s'immobilisait à moins de 30 centimètres de son visage.
Une petite pierre blanche était prise dans un sillon des pneus. Du quartz, pensa-t-il machinalement, puis il perdit connaissance. Quand Nick revint à lui, il était allongé sur un matelas. Dur, mais il en avait connu de plus dur ces 3 dernières années. Péniblement, il ouvrit les yeux. On aurait dit que les paupières étaient collées, et celle de droite, celle qu'avait frappée la lune emballée, s'obstinait à rester en berne. Il vit un plafond de ciment gris, constellé de lézardes. Des tuyaux enveloppés de laine de verre zigzaguaient en dessous. Un gros cafard s'affairait pesamment le long d'un de ces tuyaux. À 45 degrés, dans son champ de vision, une chaîne. Il souleva légèrement la tête, une douleur fulgurante lui traversa le cerveau, et il vit une autre chaîne qui allait de l'angle du chalis à un anneau boulonné au mur. Il tourna la tête à gauche, un autre éclair de douleur, mais moins fort celui-là, et il vit un mur de béton nu, parcouru de lézardes lui aussi. Il était couvert de graffitis, certains récents, d'autres anciens, la plupart imbéciles. Ici, c'est plein de morpions. Louis Dragonski, 1987. J'aime ça dans ton cul. Délirium très mince, le pied. George Rampling est un branleur. Je t'aime toujours, Suzanne. On se fait chier, Jerry. Clyde et Fred, 1981. Et puis des dessins d'énormes pénis, des seins gigantesques, des vagins grossièrement dessinés. Nick commençait à s'y retrouver, il était dans une cellule. Tout doucement, il se redressa sur ses coudes, laissa ses pieds, nus dans des pantoufles de papier, pendre par-dessus le bord du matelas, puis bascula en avant pour s'asseoir. La douleur lui traversa la tête comme un bulldozer, et il sentit craquer sa colonne vertébrale. Son estomac fut pris de mouvements alarmants, et une affreuse nausée s'empara de lui, une nausée vertigineuse, de celle qui vous donne envie de hurler, d'implorer à genoux le Créateur. Mais au lieu de hurler, il en aurait été bien incapable, Nick se pencha en avant, une main sur chaque joue, et attendit que la crise passe. Ce qu'elle fit au bout d'un moment. Il sentait le pansement qu'on avait mis sur sa joue, et après quelques grimaces, conclut qu'un toubib lui avait posé quelques points de suture pour faire bonne mesure. Il regarda autour de lui. Il se trouvait bien dans une petite cellule haute et étroite. Au bout du matelas, une grille. À l'autre bout, un WC sans couvercle, sans lunettes. Au-dessus, un peu en arrière, il la vit en tendant le cou très très prudemment, une petite fenêtre grillagée. Après être resté assis sur le bord du matelas, suffisamment longtemps pour être sûr de ne pas tourner de l'œil, il descendit jusqu'aux genoux son pantalon de pyjama gris, informe, s'accroupit sur la cuvette et urina pendant ce qui lui parut durer au moins 1 heure. Puis il se releva en se tenant au matelas comme un petit vieux. Inquiet, il regarda dans la cuvette pour voir s'il y avait du sang. Non, son urine était claire. Il tira la chasse d'eau. À petits pas, il s'avança vers la grille et regarda dans le couloir. À sa gauche, la cage des pochards. Un vieil homme était allongé sur l'une des 5 couchettes, un bras ballant comme du bois mort. Sur sa droite, le couloir se terminait par une porte qu'une cale maintenait ouverte. Au centre du couloir pendait une ampoule sous un abat-jour vert, comme ceux qu'on voit dans les salles de billard. Une ombre se leva, dansa sur la porte, puis un homme de haute taille en uniforme kaki s'avança dans le couloir. Une matraque et un gros pistolet pendaient à sa ceinture. Les pouces dans les poches, il observa Nick pendant près d'1 minute sans ouvrir la bouche, puis il se décida à parler. « Quand j'étais môme, on a repéré un cougar dans les montagnes. On l'a tué, et puis on l'a traîné sur 30 kilomètres de route de terre pour le ramener en ville. Quand on est arrivé, il ne restait plus grand-chose de la bestiole. Jamais vu quelque chose de plus amoché. Eh ben, toi, tu viens tout de suite après, mon gars. » Nick eut l'impression qu'il avait soigneusement préparé, longuement ciselé son petit discours, pour le débiter ensuite au clodo qui venait atterrir ici de temps en temps. « Alors, tu dois bien avoir un nom, Bamboula !» Nick mit un doigt sur ses lèvres tuméfiées. Il secoua la tête et fit le geste de se couper la gorge. « Quoi ? Tu peux pas parler ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Les mots étaient plutôt aimables, mais Nick ne pouvait en suivre les inflexions. Il saisit dans le vide un crayon invisible et fit mine d'écrire. « Tu veux un crayon ?» Nick hocha la tête. « Si t'es muet, comment ça se fait que t'as pas une carte d'handicapé ?» Nick haussa les épaules. Il retourna ses poches, serra les poings et se mit à boxer contre son ombre. Un autre éclair de douleur dans sa tête, une autre vague de nausée dans son estomac. Puis il se donna de petits coups sur les tempes, roula des yeux, s'effondra sur les barreaux et montra ses poches vides. « Ah, on t'a volé !» Nick fit signe que oui. L'homme en kaki s'en alla chercher quelque chose dans son bureau.
Un instant plus tard, il était de retour avec un crayon mal taillé et un bloc-notes qu'il glissa entre les barreaux. En haut de chaque page, on pouvait lire Mémo et Bureau du shérif John Baker. Nick retourna le bloc-notes et montra le nom avec la gomme de son crayon en haussant les sourcils. Oui, c'est moi. Et toi, alors? Comment tu t'appelles? Nick Andros, écrivit-il. Il glissa la main à travers les barreaux. Baker secoua la tête. Je vais pas te serrer la main, dit Baker. Parce que t'es sourd aussi? Nick fit signe que oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Soames, le toubib et sa femme ont failli t'écraser comme un lapin. Nick écrivit. On m'a cassé la gueule et volé, à 2 kilomètres à peu près de chez Zach, sur Main Street. Mais c'est pas un endroit pour toi, Bamboula, dit Baker. T'as certainement pas l'âge de boire de l'alcool. Nick secoua la tête avec indignation et écrivit. J'ai 22 ans. Je peux boire 1 ou 2 bières sans me faire cogner dessus et me faire voler, non? Baker lut le message avec un petit sourire triste. Bah apparemment, pas à Choyo. Qu'est-ce que tu faisais dans ce trou? Nick déchira la première page du bloc-notes, en fit une boule et la jeta par terre. Avant qu'il n'ait pu commencer à écrire sa réponse, un bras passait derrière les barreaux et une main d'acier lui tenaillait l'épaule. Nick sursauta. Eh, dis donc, c'est ma femme qui fait le ménage. Je ne vois pas pourquoi tu foutrais le bordel dans ta cellule. Va jeter ça dans les chiottes. Nick se baissa en grimaçant de douleur et ramassa la boule de papier. Il la jeta dans les toilettes, puis regarda Baker en haussant les sourcils. Baker hocha la tête. Nick revint, et cette fois il écrivit des phrases plus longues, et le crayon volait sur le papier. Baker pensait qu'il ne devait pas être très commode d'apprendre à lire et à écrire à un sourd-muet, et que ce Nick Andros devait être plutôt bien équipé côté ciboulot. Il y en avait quelques-uns par ici, à Choyo, dans ce trou de l'Arkansas, qui n'avaient jamais vraiment compris comment il fallait faire leurs lettres. Et plus d'un de ces pauvres mecs traînait chez Zach. Mais sans doute qu'un petit gars qui venait de débarquer ne pouvait pas le savoir. Nick lui tendit le bloc-notes à travers les barreaux. Il avait écrit « Je me balade, mais je ne suis pas un vagabond. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour un type qui s'appelle Rich Ellerton, à 10 de kilomètres à l'ouest d'ici. J'ai nettoyé son étable et j'ai déchargé une remorque de foin. La semaine dernière, j'étais à Watts, dans l'Oklahoma. J'installais des clôtures. Les types qui m'ont cassé la figure ont pris tout mon argent. »« Tu es sûr que tu travaillais pour Rich Ellerton ?» demanda Baker. « Je peux vérifier, tu sais. » Baker déchira la page, la plia en 4, puis la glissa dans la poche de sa chemise. Nick fit un signe de tête. « Tu as vu son chien ?» demanda Baker. Nouveau signe de tête. « C'était quoi comme chien ?» Nick lui fit signe de lui rendre le bloc-notes. Il écrivit « Un gros Doberman, mais gentil, pas méchant du tout. » Baker se tourna et repartit vers son bureau. Derrière les barreaux, Nick attendait anxieusement. Un moment plus tard, Baker était de retour avec un gros trousseau de clés. Il glissa la clé dans la serrure et fit rouler la grille sur ses rails. « Viens dans mon bureau, dit-il. Tu veux manger quelque chose ?» Nick secoua la tête, puis fit le geste de verser et de boire quelque chose. « Ah, du café? Pas de problème. Avec du sucre ?» Nick secoua encore la tête. « Ah, comme un homme, hein ?» dit Baker en riant. « Allez, viens. » Baker parlait en lui tournant le dos, et Nick ne comprit pas ce qu'il disait, puisqu'il ne pouvait pas voir ses lèvres. « Content d'avoir de la compagnie, dit Baker. J'arrive pas à dormir. En général, 3 ou 4 heures, pas plus. Et ma femme veut que j'aille voir un docteur, un vrai, à Pine-Bluff. Si ça continue, peut-être que j'irai, parce que c'est vraiment pas drôle. 5 heures du matin, le soleil est même pas levé, et je suis là, en train de bouffer des œufs et des sales frites. » Il se retourna au moment où il terminait sa phrase, et Nick comprit « sales frites ». Il haussa les sourcils pour montrer qu'il n'avait pas compris. « Oh, t'occupe pas, ça fait rien, » dit Baker. Dans son bureau, Baker prit un énorme thermos et lui servit une tasse de café noir. L'assiette à moitié terminée du shérif était posée sur un sous-main. Il l'écarta un peu. Nick but son café à petites gorgées. Il avait mal à la bouche, mais le jus était bon. Il donna à Baker une tape sur l'épaule. Le shérif leva les yeux. Nick montra le café, se frotta le ventre et fit un clin d'œil. « Naturellement qu'il est bon, » dit Baker avec un sourire. « C'est ma femme qui le prépare. » Il enfourna dans sa bouche la moitié d'un œuf sur le plat, mastiqua, puis pointa sa fourchette vers Nick. « Tu te débrouilles pas mal. Comme ces types, les mimes. Je parie que c'est pas bien difficile pour toi de te faire comprendre. » Nick agita la main en l'air, comme ci, comme ça.
Je veux pas te retenir, dit Baker, en essuyant son menton graisseux avec un bout de pain grillé. Mais si tu restes dans les parages, peut-être qu'on pourra choper les gars qui t'ont fait ça. Ça marche? Nick fit signe que oui et se remit à écrire. Pensez-vous que je vais récupérer ma paye? Ah, sûrement pas, répondit Baker. Je suis rien qu'un petit shérif de campagne, mon gars, pas Scotland Yard. Nick fit signe qu'il avait compris, puis avec ses deux mains, il imita un oiseau qui s'envole. Oui, il a envolé ton fric, c'est ça. Et ils étaient combien, les gars? Nick montra 4 doigts, hésita, puis leva aussi le pouce en l'air. Et tu crois que tu pourrais les reconnaître? Nick leva un doigt en l'air et se mit à écrire. Grand et blond, à peu près comme vous, peut-être un peu plus gros, chemise et pantalon gris, une grosse bague, 3e doigt de la main droite, une pierre violette. C'est la bague qui m'a fait mal à la joue. À mesure qu'il lisait, l'expression de Baker changea. D'abord l'inquiétude, puis la colère. Nick pensa qu'il était furieux contre lui, eut peur à nouveau. Bordel de merde, fit Baker. Me voilà dans le pétrin, ça devait arriver. T'es sûr? Hésitant, Nick fit signe que oui. Et y a autre chose? Est-ce que tu as vu autre chose? Nick réfléchit longtemps, puis reprit son crayon. Petite cicatrice sur le front, écrivit-il. Aïe aïe aïe, c'est Ray Bouffe, mon beau-frère. Eh ben merci, mon gars. 5 heures du matin et ma journée est déjà foutue. Nick ouvrit les yeux un peu plus grands et fit un geste prudent de commisération. Tant pis pour lui, dit Baker, plus pour lui-même que pour Nick. C'est un salaud, et Jane le sait. Il la battait assez souvent quand elle était petite, mais c'est le frère de ma femme. Autant dire qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz cette semaine. Et côté caresse, je vais pouvoir me fouiller. Nick baissa les yeux, gêné. Au bout d'un moment, Baker le secoua par l'épaule pour que Nick le regarde. Probablement qu'on n'arrivera à rien de toute manière. Ray et ses copains se tiennent entre eux. C'est ta parole contre la leur. Tu as pu leur en balancer quelques-uns? Nick écrivit. Un coup dans le ventre de Ray, un autre dans son nez, peut-être cassé. Ray est copain avec Vince Hogan, dit Baker, et aussi Billy Warner et Mike Childress. Je pourrais peut-être prendre Vince à part et lui faire cracher le morceau. Il a autant de colonnes vertébrales qu'une méduse crevée. Si je peux le coincer, je pourrais ensuite passer à Mike et à Billy. Ray a eu cette bague à l'université de la Louisiane. Il a raté sa seconde année. Le shérif s'arrêta, tambourina sur le bord de son assiette. On peut essayer, si t'en as envie. Mais je te préviens, on n'arrivera sans doute pas à les avoir. Ils sont trouillards et vicieux comme des chiens galeux, mais ce sont des gars d'ici. Et toi, tu es sourd-muet et un itinérant par-dessus le marché. Et s'ils s'en tirent, ils vont sûrement te faire ta fête. Nick réfléchissait. Il se revoyait, ballotté de l'un à l'autre, comme un épouvantail couvert de sang, et les lèvres de Ray qui articulaient « Je vais lui faire sa fête, le fils de pute m'a tapé dans les couilles ». Il sentait encore qu'on lui arrachait son sac à dos, ce vieux copain des 2 dernières années. Il prit le bloc et écrivit 2 mots qu'il souligna de 2 traits. « On essaye ». Baker soupira. « Ok, comme tu veux. Vince Hogan travaille à la scierie. Enfin, façon de parler, parce qu'il n'en fout pas une rame à la scierie. On va y aller vers 9 heures, si t'es d'accord. Peut-être qu'il aura suffisamment la trouille pour se mettre à table. » Nick hocha la tête. « Et ta bouche ?» demanda Baker. « Le docteur Soames a laissé des comprimés. Il a dit que tu allais sans doute pas mal dérouiller. » Mouvement énergique de la tête. « Bon, ben, on va essayer de leur en faire voir à ces cons-là. Mais le shérif s'interrompit, et dans son monde de cinéma muet, Nick vit le shérif éternuer violemment dans son mouchoir. « Encore autre chose, reprit le shérif, mais il s'était tourné, et Nick ne comprit que le premier mot. « Un sacré rhume que je tiens, dit-il. Putain de vie. Bienvenue en Arkansas, mon gars. » Il alla chercher les comprimés et les tendit à Nick avec un verre d'eau. Baker se frottait doucement le cou, gonflé et douloureux. Ganglion, toux, le nez bouché et un peu de fièvre. Ouais, la journée commençait bien. Larry se réveilla avec une gueule de bois, pas trop méchante, mais un sale goût dans la bouche, comme si un bébé dragon venait d'y faire ses petits besoins, et l'impression d'être quelque part où il n'aurait pas dû être. 2 oreillers pour un lit, à une seule place, une odeur de bacon. Il s'assit, regarda par la fenêtre la grisaille d'une autre journée new-yorkaise, et crut d'abord qu'on avait terriblement transformé Berkeley durant la nuit, qu'on l'avait couvert de crasse et de suie, qu'on l'avait vieilli.
Puis il commença à se souvenir de la nuit précédente et comprit qu'il était à Fordham, pas à Berkeley. Avenue Tremont, au premier étage, pas loin du concourse, et sa mère allait se demander où il avait passé la nuit. Lui avait-il au moins téléphoné pour lui donner une mauvaise excuse? Il sortit les jambes du lit et trouva un paquet froissé de Winston. Il n'en restait plus qu'une. Il l'alluma avec un briquet-bic de plastique vert, un sale goût de crottin. Dans la cuisine, le bacon continuait à grésiller comme des parasites à la radio. La fille s'appelait Maria, et elle avait dit être, quoi au juste, hygiéniste dentaire, oui, c'était bien ça. Larry ne pouvait juger de sa compétence en matière d'hygiène dentaire, mais côté buccal, elle se défendait vraiment bien. Il se souvenait vaguement qu'elle l'avait dévoré comme une cuisse de poulet. Sur la mauvaise petite chaîne du living, Crosby, Stills and Nash chantaient que l'eau avait coulé sous les ponts, que le temps perdu ne se rattrape jamais. Si ses souvenirs étaient exacts, Maria n'avait certainement pas perdu beaucoup de temps. Elle avait été un peu ébahie de découvrir qu'il était Larry Underwood, le type du disque. Et en plein milieu des festivités de la soirée, ils étaient sortis sur leur guibole vacillante à la recherche d'un disquaire encore ouvert pour acheter son 45 tours. Il grogna très doucement et tenta de reconstituer la journée de la veille, depuis ses débuts plutôt anodins jusqu'au frénétique engloutissement final. Les Yankees ne jouaient pas à New York, il s'en souvenait. Sa mère était déjà partie travailler lorsqu'il s'était réveillé, mais elle avait laissé le programme des Yankees sur la table de la cuisine avec un mot. « Larry, comme tu peux le voir, les Yankees ne reviendront pas avant le 1er juillet. Ils vont jouer un double match le 4. Si tu n'as rien à faire ce jour-là, tu pourrais peut-être emmener ta mère au stade. Je paierai la bière et les hot-dogs. Il y a des œufs et des saucisses au réfrigérateur. Tu peux aussi manger des pains au lait si tu préfères. À plus tard. » Et un post-scriptum à la manière d'Alice Underwood. La plupart des voyous que tu fréquentais ne sont plus là, et bon débarras. Mais je crois que Buddy Marks travaille toujours à l'imprimerie de Sticker Avenue. Il grinça des dents rien qu'à penser à ce mot. Pas de cher avant son nom, pas de je t'embrasse avant la signature. Elle ne croyait pas à ces balivernes, elle ne croyait qu'aux choses bien réelles, ce qu'on peut ranger dans un réfrigérateur. Pendant qu'il récupérait de son voyage d'un bout à l'autre du continent, elle était sortie acheter tout ce dont il raffolait. Une mémoire à faire peur, jambon en boîte, 2 livres de vrai beurre, mais comment pouvait-elle se le payer avec son salaire? 12 canettes de coque, des saucisses fumées, un roast beef qui marinait déjà dans la sauce d'Alice, recette secrète qu'elle refusait de révéler même à son fils, une grosse boîte de glace à la pêche dans le congélateur, et puis un énorme gâteau au fromage blanc avec des fraises dessus. Tout à coup, il était allé dans la salle de bain, pas simplement pour se soulager la vessie, mais pour regarder dans l'armoire à pharmacie. Une brosse à dents Pepsodent toute neuve se trouvait dans le vieux gobelet où s'étaient succédées toutes les brosses à dents de son enfance. Un paquet de rasoirs jetables dans la petite armoire, de la mousse à raser Barbasol et même un flacon d'Old Spice. Rien de luxueux, aurait-elle dit. Larry entendait sa voix. Mais une odeur assez agréable pour le prix. Puis il avait pris le tube neuf de dentifrice. Pas de cher Larry, pas de je t'embrasse, maman. Simplement une brosse à dents neuve, un tube de dentifrice neuf et un flacon d'aftershave. Parfois, pensa-t-il, le véritable amour est aussi silencieux qu'aveugle. Il commença à se brosser les dents en se demandant s'il n'y avait pas là le début d'une chanson. L'hygiéniste dentaire et buccal entra, vêtue en tout et pour tout d'un jupon de nylon rose. « Salut Larry, dit-elle. Elle était petite, jolie, un peu dans le genre de Sandra Dee. Ses seins pointaient vers lui avec un air fort guilleret, sans le moindre signe d'affaissement. Comment disait-on déjà? Ah oui, une devanture bien garnie, du monde au balcon. Très drôle. Il avait donc fait 5000 kilomètres pour passer la nuit à se faire manger tout cru par Sandra Dee. « Salut, dit-il en se levant. Il était nu, mais ses vêtements traînaient au pied du lit. Il commença à les enfiler. « J'ai une robe de chambre, si tu veux, dit-elle. Et il y a des harengs fumés et du bacon. » Des harengs fumés et du bacon? Il sentit son estomac se recroqueviller. « Non, merci, je dois filer, j'ai un rencard. »« Ah non, tu ne vas pas me laisser comme ça, dit-elle. »« Mais je t'assure, c'est important, répondit-il. »« Mais moi aussi, je suis importante. » Sa voix était devenue stridente. Larry eut aussitôt mal à la tête. Sans raison particulière, il pensa à un personnage de dessins animés cancanant d'une voix nasillarde. « On sort du Bronx à ce que je vois, ou plutôt à ce que j'entends, dit-il.
Et puis après demanda-t-elle. Elle planta ses mains sur ses hanches, spatule graisseuse au poing, comme une fleur d'acier. Ses seins sautillaient de façon fort aguichante, mais Larry ne fut pas aguiché. Il mit son pantalon et se reboutonna. Bah ouais, je suis du Bronx, dit-elle. Ça veut pas dire que je suis une négresse. Qu'est-ce que t'as contre le Bronx? Tu serais pas un peu raciste sur les bords? J'ai rien contre le Bronx et je suis pas raciste, dit-il, en s'approchant d'elle, pieds nus. Écoute, je dois aller voir ma mère. Je suis arrivé il y a 2 jours et je ne lui ai pas téléphoné hier soir. Non, t'as téléphoné à personne, dit-elle. Mais le coup de ta mère, mon œil. Il revint au lit pour fourrer ses pieds dans ses mocassins. Et c'est pourtant vrai, dit-il. Elle travaille à la Chemical Bank, elle fait du ménage. Peut-être bien qu'elle est devenue chef d'équipe maintenant. Eh ben, je parie que tu n'es même pas le Larry Underwood du disque non plus, dit-elle. Oh, pense ce que tu veux, répondit-il. Mais je dois filer. Sale petit connard, fit-elle. Et qu'est-ce que je vais faire de toute cette bouffe? Jette-la par la fenêtre, répondit-il. Elle poussa un couinement de colère et lui lança la spatule. Un autre jour, elle l'aurait manqué. L'une des premières lois de la physique est qu'une spatule lancée par une hygiéniste dentaire et buccale en colère ne vole pas en ligne droite. L'exception confirmant la règle, flip-flop, un petit tour par-ci, un petit tour par-là, et en plein dans le front de Larry. Il n'eut pas trop mal, mais il vit 2 gouttes de sang tomber sur le tapis quand il se pencha pour ramasser la spatule. Il fit 2 pas en avant, la spatule à la main. « J'ai bien envie de te chatouiller les fesses avec ça. »« On te prive pas, répondit-elle en reculant. Allez, vas-y, superstar. Tu tires ton coup et tu fous le camp. Je croyais que t'étais un type bien, mais t'es qu'un petit salaud. » Plusieurs larmes coulèrent sur ses joues, tombèrent de sa mâchoire et rebandirent sur sa poitrine. Fasciné, il en suivit une qui roula sur la pente du sein droit pour s'arrêter au bout du mamelon. On aurait dit une loupe. Il voyait même les pores et un poil noir qui sortait de l'aréole. « Nom de Dieu, je deviens fou, pensa-t-il. Je dois m'en aller, dit-il. Sa veste blanche traînait au pied du lit. Il la ramassa et la jeta par-dessus son épaule. « T'es qu'un salaud !» lui cria-t-elle quand il sortit dans le living. « Si je suis allé avec toi, c'est que je croyais que t'étais un type bien. » La vision du living lui donna envie de pousser un gémissement. Sur le sofa, où il se souvenait vaguement de s'être fait gober la chose, étaient éparpillés au moins 2 douzaines de 45 tours. 3 autres se trouvaient sur la platine du stéréo poussiéreux, et sur le mur du fond, un gigantesque poster de Ryan O'Neill et de Ali McGraw. En d'autres termes, quand on se fait bouffer le machin, on n'a pas besoin de s'excuser non plus. Non mais nom de Dieu, je deviens complètement fou. Elle était debout, à la porte de la chambre, toujours en pleurs, pathétique dans son jupon. Elle s'était fait une petite coupure à la jambe en se rasant. « Écoute, téléphone-moi, je ne suis pas folle !» Il aurait pu répondre « bien sûr » pour mettre fin à toutes ces salades, mais il s'entendit pousser un rire dingue et puis dire « Tes harengs sont en train de cramer !» Elle lança un hurlement et se jeta sur lui. Un coussin, qui se trouvait fort heureusement par terre, l'arrêta dans son élan et l'envoya au tapis. Un de ses bras renversa une bouteille à moitié vide de lait et fit vaciller la bouteille vide de scotch qui se trouvait juste à côté. « Non, c'est pas vrai, pensa Larry, on ne mélangeait quand même pas ça. » Il sortit, sans demander son reste, et descendit 4 à 4 l'escalier. Alors qu'il ne lui restait plus que 6 marches, il l'entendit gueuler d'en haut. « T'es un sale mec! Un sale !» Mais il claqua la porte derrière lui, et l'air humide et tiède l'enveloppa aussitôt, imprégné de l'arôme des feuilles printanières et des gaz d'échappement. Un véritable parfum, après l'odeur de graisse brûlée et de tabac froid. Il avait toujours cette fichue cigarette consumée jusqu'au filtre, et il la jeta dans le caniveau. Il prit une bonne goulée d'air frais, enfin sorti de chez cette dingue. Bienvenue dans le monde merveilleux des gens normaux. Derrière lui, un grand bruit de fenêtre qu'on ouvre. Il comprit aussitôt. « Va te faire foutre !» hurlait la voix de Poissarde. « J'espère que tu vas te faire écraser par le métro, chanteur de mes fesses. Tu vaux rien au lit, minable. Va te faire enculer, va baiser ta mère, minable. » La bouteille de lait arrivait en piqué de la fenêtre du premier étage. Larry se baissa. Elle s'écrasa dans le caniveau comme une bombe, couvrant la rue d'éclats de verre. La bouteille de scotch suivit en pirouettant et atterrit presque à ses pieds. Indépendamment de ses autres qualités, elle visait vraiment bien, terriblement bien. Il se mit à courir, un bras sur la tête. Cette folie n'en finirait donc jamais. Derrière lui monta un dernier long braiement, triomphant, jubilant. « Baise-moi le cul, sale con !» Puis il tourna au coin de la rue
et sur le pont qui enjambait le boulevard, il se pencha, secoué par un rire proche de l'hystérie, contemplant les voitures qui passaient en dessous. « Tu n'aurais pas pu mieux te tenir, dit-il, sans se rendre compte le moins du monde qu'il parlait tout haut. Quand même, t'aurais pu faire mieux que ça, c'était pas joli, et merde. » Il s'aperçut alors qu'il parlait tout haut, et ne put retenir un autre éclat de rire. Tout à coup, une nausée vertigineuse lui tordit l'estomac, et il ferma les yeux très fort. Au rayon du masochisme, un circuit de mémoire s'ouvrit, et il entendit la voix de Wayne Stuckey. « Ça grince chez toi, comme quand tu bouffes le papier avec ton chocolat ?» Il avait traité cette fille comme une vieille pute ramassée un jour de biture. « T'es un sale mec !»« Non, je suis un type bien. » Mais quand il avait voulu mettre tout le monde dehors, en Californie, et quand les autres avaient fait des histoires, il avait menacé d'appeler la police. Était-il sérieux? Oui ou non? Oh oui, il était sérieux. La plupart étaient des inconnus, c'est vrai, et ils auraient bien pu sauter sur une mine, mais il y en avait 4 ou 5 qu'il connaissait depuis longtemps. Et Wayne Stuckey, cet enfoiré, debout à la porte, les bras croisés comme un juge qui attend l'exécution de son condamné. Et Sal Doria qui sort, et il l'entend dire « Si c'est ce que ça fait à des types comme toi, Larry, j'aurais préféré que tu fasses jamais ce disque. » Il ouvrit les yeux et chercha un taxi. Mais oui, le coup de l'ami qui fait la leçon. Si Sal était un ami, qu'est-ce qu'il faisait là, à le pomper comme les autres? J'étais con, et personne n'aime voir un con ouvrir les yeux, voilà tout. T'es un sale mec! Mais non, je suis pas un sale mec, et de toute façon, ça ne regarde que moi. Un taxi arrivait. Larry lui fit signe. Le chauffeur sembla hésiter un moment avant de s'arrêter au bord du trottoir, et Larry se souvint du sang sur son front. Il ouvrit la porte arrière et s'installa sur la banquette avant que le type ne change d'idée. « Manhattan, la Chemical Bank, sur Park Avenue. »« Vous vous êtes amoché le front, dit le chauffeur en démarrant. »« Ouais, c'est une conne qui m'a balancé une spatule en pleine gueule, répondit Larry d'une voix absente. Le chauffeur eut un étrange sourire de fausse commisération, laissant Larry méditer sur l'excuse qu'il allait donner à sa mère pour avoir découché. À l'entrée de la tour de la Chemical Bank, Larry tomba sur une noire à l'air fatigué qui lui dit qu'Alice Underwood était sans doute au 24e étage en train de faire un inventaire. Il prit l'ascenseur, parfaitement conscient que les autres passagers regardaient son front à la dérobée. La coupure ne saignait plus, mais le sang avait séché en faisant une vilaine croûte. Le 24e étage était occupé par les bureaux d'une société japonaise d'appareils photographiques. Larry arpenta les couloirs pendant près de 20 minutes à la recherche de sa mère, avec la désagréable impression d'être un parfait con. Les Occidentaux ne manquaient pas, mais les Japonais étaient suffisamment nombreux pour qu'il se sente, avec son mètre 87, un très grand con. Tous ces petits hommes et ces petites femmes aux yeux bridés regardaient la croûte sur son front et la manche de sa veste tachée de sang, avec une inquiétante impassibilité orientale. Derrière une immense fougère, il découvrit finalement une porte avec l'inscription « Service d'entretien ». Il tourna la poignée, la porte n'était pas fermée à clé et il regarda à l'intérieur. Sa mère était là, dans une blouse grise informe, avec ses bas anti-varices, ses souliers à semelles de crêpe, ses cheveux pris sous une résille noire. Elle lui tournait le dos, un registre dans une main, et semblait compter des bouteilles de produits ménagers sur une haute étagère. Larry sentit une envie forte et coupable de tourner les talons et de prendre ses jambes à son cou. Revenir au garage, à 2 rues de l'immeuble de sa mère, et partir avec la Z. Oublier les 2 mois de location qu'il venait de payer pour le box, foutre le camp. Mais où? N'importe où. Bar Harbor, dans le Maine, Tampa, en Floride, Salt Lake City, dans l'Utah. N'importe où, mais loin de Dewey, le dealer, et de cette espèce de petit placard qui sentait le savon. Était-ce les tubes fluorescents ou la coupure sur son front? Mais il commençait à avoir un fichu mal de tête. « Arrête donc de pleurnicher, espèce de pédé !» pensa-t-il. « Salut, maman !» dit-il. Elle sursauta, mais ne se retourna pas. « Ah bon, te voilà. Tu as trouvé le chemin ?»« Naturellement, » répondit-il, en se dandinant d'un pied sur l'autre. « Je voulais m'excuser. J'aurais dû te téléphoner hier soir. »« Ah bah oui, pas trop tôt. »« J'étais avec Buddy, » reprit-il. « Nous, on s'est baladé, un petit tour en ville. »« Oui, c'est ce que j'ai pensé, » dit-elle, « ou quelque chose du genre. » Elle poussa un petit tabouret du bout du pied, monta dessus et commença à compter les boîtes d'encaustique sur l'étagère du haut, en les effleurant l'une après l'autre avec le pouce et l'index. Elle devait tendre le bras à chaque fois et sa robe remontait.
Au-dessus de la lisière brune de ses bas, Larry voyait ses cuisses toutes blanches, alvéolées comme des gaufres. Il détourna les yeux tout à coup, pensant, sans trop savoir pourquoi, à ce qui était arrivé au troisième fils de Noé lorsqu'il avait regardé son père, ivre et nu, sur sa couche. Le pauvre type avait fini ses jours comme coupeur de bois et porteur d'eau, lui et toute sa descendance. Et c'est pour ça que nous avons des émeutes raciales aujourd'hui, mon fils, loué soit le Seigneur. Et c'est tout ce que tu avais à me dire demanda-t-elle en se retournant pour la première fois. Je voulais te dire où j'étais, et puis m'excuser. Ce n'est pas très gentil de ma part d'avoir oublié. Non, pas très, répondit-elle. Mais tu n'es pas toujours très gentil, Larry. Tu pensais que j'avais pu l'oublier? Il rougit. Écoute, maman. Et tu saignes le coupa-t-elle. Une stripteaseuse t'a donné un coup avec sa culotte? Elle retourna à ses étagères, et après avoir compté toute la rangée de boîtes, nota quelque chose sur son registre. Quelqu'un est parti avec 2 boîtes d'encaustique la semaine dernière. Tant mieux pour lui, dit-elle. Je suis venu te dire que j'étais désolé, dit Larry en haussant le ton. Elle ne sursauta pas, mais lui un peu. Tu me l'as déjà dit. Monsieur Geoghan va nous passer un savon si l'encaustique continue à disparaître, continua-t-elle. Je ne me suis pas battu, dit-il, et je n'étais pas dans un bar de stripteaseuse. C'était simplement. Et sa voix s'éteignit. Elle se retourna, les sourcils levés, avec cette expression sardonique qu'il connaissait bien. C'était quoi? Il n'eut pas le temps de trouver un mensonge convaincant. C'était une spatule. Quelqu'un t'a pris pour un œuf? Vous avez dû passer une drôle de nuit, toi et ton buddy. Il avait encore oublié qu'elle avait toujours le dernier mot avec lui, qu'elle l'avait toujours eu et qu'elle l'aurait sans doute toujours. C'était une fille, maman. Elle m'a lancé la spatule à la figure. Ah, sûrement une bonne occasion, dit Alice Underwood en se retournant encore. Cette maudite Consuela recommence à cacher les bons de commande. C'est pas qu'il soit tellement utile, on reçoit jamais ce qu'on demande. Mais il vous envoie plein de trucs qui servent à rien. Maman, tu es fâchée? Elle laissa tout à coup ses mains retomber, ses épaules s'affaissèrent. Ne sois pas fâché, murmura-t-il. S'il te plaît, d'accord? Quand elle se retourna vers lui, il vit une étincelle peu naturelle dans ses yeux. D'accord, sans doute parfaitement naturelle, mais elle n'était certainement pas causée par les tubes fluorescents. Et il entendit encore la buccale hygiéniste lui dire, absolument sûr d'elle, « T'es un sale mec !» Pourquoi était-il revenu lui faire des trucs pareils, sans parler de ce qu'elle lui faisait à lui? « Larry, dit-elle doucement, « Larry, Larry !» Un instant, il crut qu'elle n'allait pas dire autre chose. Il se permit même d'espérer qu'il en serait ainsi. « C'est tout ce que tu peux dire ?» reprit-elle. « Ne sois pas fâché, s'il te plaît, ne sois pas fâché, maman. Je t'entends à la radio, et même si je n'aime pas cette chanson que tu chantes, je suis fier de savoir que c'est toi. Les gens me demandent si c'est vraiment mon fils, et je leur réponds « Oui, c'est Larry. » Je leur dis que tu as toujours su chanter. C'est la vérité, non? Il hocha la tête, misérable, n'osant plus parler. Je leur dis, comme un jour, au lycée, tu as pris la guitare de Donny Roberts, et qu'en moins d'une demi-heure, tu jouais mieux que lui, même s'il prenait des leçons depuis des années. Tu es doué, Larry, personne n'a jamais eu besoin de me le dire, et sûrement pas toi. Et je suppose que tu le savais, toi aussi, parce que c'est bien la seule chose sur laquelle je t'ai jamais entendu pleurnicher. Et puis, t'es parti. Est-ce que j'en ai fait une histoire? Non. Les jeunes doivent partir, c'est la vie. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Ensuite, tu reviens. Est-ce que je demande des explications? Non. Tu reviens parce qu'avec ton disque ou sans ton disque, tu t'es fichu dans une sale affaire là-bas en Californie. Mais pas du tout, dit Larry. Oh si, je connais la musique, reprit-elle. Il y a longtemps que je suis ta mère, et tu ne peux pas me la faire, Larry. Tu as toujours cherché des histoires, tu n'as jamais pu te tenir tranquille. Parfois, j'ai l'impression que tu traverserais la rue pour mettre le pied dans une crotte de chien. Dieu me pardonne, mais c'est vrai. Est-ce que je suis folle? Non. Est-ce que je suis déçu? Oui. J'avais espéré que tu changerais là-bas, mais tu n'as pas changé. Tu es parti comme un petit garçon dans un corps d'homme, et tu rentres exactement pareil, sauf que tu t'es fait arranger les cheveux. Et tu veux savoir pourquoi je crois que tu es rentré? Il la regardait, il aurait voulu lui parler, mais il savait qu'il n'aurait pu lui dire qu'une seule chose et qu'elle n'aurait servi à rien. Ne pleure pas, maman, tu veux bien? Je crois que tu es rentré parce que tu ne savais pas où aller, dit-elle. Tu n'avais personne pour te ramasser. Je n'ai jamais dit de mal de toi, Larry, même pas à ma propre sœur. Mais puisque tu me pousses, je vais te dire exactement ce que je pense de toi. Je pense que t'es un profiteur.
Tu as toujours été un profiteur, comme si Dieu avait oublié quelque chose quand il t'a fait dans mon ventre. Tu n'es pas méchant, ce n'est pas ce que je veux dire, mais dans les quartiers où on a dû habiter après la mort de ton père, tu aurais mal tourné si tu avais été méchant, ça c'est sûr. Je crois que la pire chose que je t'ai jamais vu faire, c'est d'écrire un gros mot dans le couloir quand on habitait Carstairs Avenue. Tu te souviens? Oh oui, il se souvenait. Elle avait écrit ce même mot sur son front avec une craie et l'avait fait tourner 3 fois avec elle autour du pâté de maison. Il n'avait plus jamais écrit ce gros mot nulle part, ni un autre d'ailleurs, plus jamais. Le pire, Larry, c'est que tu veux bien faire, continua-t-elle. Parfois, j'ai l'impression qu'il faudrait que tu prennes un bon coup sur la tête. On dirait que tu sais ce qui ne va pas, mais que tu ne sais pas comment l'arranger. Et moi non plus d'ailleurs. J'ai fait tout ce que j'ai pu quand tu étais petit, comme écrire ce mot sur ton front par exemple. Et crois-moi, il fallait que je sois à bout, sinon je n'aurais jamais fait une chose pareille. Tu es un profiteur, c'est tout. Tu es revenu parce que tu savais que je ne pourrais pas te dire non, pas à toi. Je vais m'en aller, dit-il, en crachant chaque mot comme des brins de filasse. Cet après-midi même. Puis il se souvint qu'il n'avait probablement pas les moyens de s'en aller, au moins pas avant que Wayne lui envoie son prochain chèque, ou ce qui en restait quand les chiens affamés de Los Angeles auraient pris leur morceau. Côté passif, il y avait la location du box de la Datsun Z, et puis un solide versement qu'il devrait envoyer d'ici vendredi, à moins qu'il n'ait envie de voir se pointer les gentils huissiers, et il n'en avait pas envie. Et après la petite noce de la veille au soir, qui avait commencé si innocemment avec Buddy et sa fiancée, et puis l'hygiéniste dentaire que connaissait la fiancée, une gentille fille du Bronx, Larry, tu vas l'adorer, elle est très rigolote. Il ne roulait pas vraiment sur l'or. Oh non. Pour être exact, il était même complètement fauché. L'idée le fit paniquer. S'il s'en allait de chez sa mère maintenant, où irait-il? Un hôtel? À moins de se contenter d'un vrai sac à puce, le portier se foutrait de sa gueule et lui dirait d'aller se faire voir ailleurs. Il n'était pas trop mal fringué, mais ces types-là savaient. Comment? Ils savaient, c'est tout. Ils flairaient les portefeuilles vides. Ne t'en va pas, dit-elle doucement. Ne t'en va pas, Larry. J'ai fait des courses pour toi. Peut-être que tu as vu ce qu'il y avait dans le frigo, et j'espérais qu'on pourrait peut-être jouer au rami ce soir. Mais tu ne sais pas jouer au rami, répondit-il avec un petit sourire. Alors là, je peux te battre à plat de couture quand je veux, répondit-elle. Ouais, si je te donne 400 points d'avance, peut-être, dit Larry. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, reprit-elle. C'est plutôt moi qui devrais te donner 400 points. Allez, reste, Larry, d'accord? D'accord, fit-il. Pour la première fois de la journée, il se sentait bien, vraiment bien. Une petite voix lui murmurait qu'il était redevenu Larry le profiteur, mais il refusa de l'écouter. C'était sa mère, après tout, et c'était elle qui lui avait demandé de rester. Elle lui avait dit quelques petites choses pas très gentilles avant de lui demander de rester, mais quand on demande, non? Avec ce que je vais te faucher ce soir, ça ne devrait pas me coûter trop cher. Oh, tu ne pourrais pas faucher un champ de pâquerettes, dit-elle en retournant à ses étagères. Il y a des toilettes au bout du couloir, va donc te laver le front. Et puis prends 10 $ dans mon sac et va voir un film. Il y a encore quelques cinémas pas trop mal sur la 3e avenue. Ne mets pas les pieds dans ces trous de la 49e ou de Broadway. Ce sera bientôt mon tour de te donner de l'argent, dit Larry. Le disque est en 18e place sur le billboard de cette semaine. Je l'ai vu chez Sam Goody en venant ici. Formidable, fit-elle. Mais dis-moi, si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, pourquoi tu n'as pas acheté la revue au lieu de la feuilleter chez le marchand? Tout à coup, il sentit quelque chose au fond de sa gorge. Il voulut s'éclaircir la voix, mais la chose refusa de s'en aller. Oh, oublie ça, dit-elle. J'ai une langue de vipère. Une fois qu'elle commence à frétiller, il faut qu'elle continue jusqu'à ce qu'elle en ait assez. Tu le sais bien. Allez, prends 15 $, Larry, et disons que c'est un prêt. Je suppose que je vais les revoir, d'une façon ou d'une autre. Oh oui, sûr et certain, tu peux me croire, dit Larry. Il s'approcha d'elle et lui prit le bas de sa robe comme un petit garçon. Elle le regarda du haut de son escabeau. Il se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. Je t'aime, maman. Elle eut l'air surprise, non pas du baiser, mais soit de ce qu'il venait de dire, soit du ton de sa voix. Moi aussi, je sais, Larry. Et à propos de ce que tu disais tout à l'heure, reprit-il, que j'avais des problèmes. C'est vrai, mais rien de grave, simplement. Sa voix redevint aussitôt froide et sévère, si froide en fait qu'elle lui fit un peu peur. Je ne veux rien savoir de tes histoires.
Bon, d'accord, fit-il. Écoute, maman, quel est le meilleur cinéma par ici? Le Lux Twin, répondit-elle. Mais je ne sais pas ce qu'on y joue. Oh, ça ne fait rien, fit Larry. Tu sais à quoi je pense? Il y a 3 choses qu'on trouve partout en Amérique, mais 3 choses qui sont bonnes seulement à New York. Ah bon? Et quoi donc? Demanda-t-elle. Les films, le baseball et les hot dogs de chez Nedick, répondit-il. Tu n'es pas bête, Larry, dit-elle en riant. Tu n'as jamais été bête. Il alla se laver le front aux toilettes. Il revint et embrassa encore sa mère, et il prit 15 $ dans son vieux sac noir. Il alla voir le film qui passait au luxe, et il vit un atroce revenant, nommé Freddy Krueger, aspirer une brochette d'adolescentes dans les sables mouvants de leurs propres rêves, où toutes, sauf l'héroïne, connaissaient une fin tragique. Il semblait bien que Freddy Krueger mourrait lui aussi à la fin, mais c'était difficile à dire. Et comme le titre du film était suivi d'un chiffre romain et que la salle était pleine, Larry pensa que l'homme aux ongles en lame de rasoir ne tarderait pas à revenir sur les écrans, sans savoir que le bruit persistant qu'il entendait dans la rangée derrière lui annonçait la fin de tout. Il n'y aurait plus de suite à ce film, et très bientôt il n'y aurait plus de film du tout. Dans la rangée derrière Larry, un homme toussait. L'horloge trônait au fond du salon. Toute sa vie, Franny Goldsmith avait entendu son tic-tac mesurer. Elle résumait toute cette pièce qu'elle n'avait jamais aimée et qu'il lui arrivait même de détester, comme aujourd'hui. Sa pièce favorite avait toujours été l'atelier de son père, dans l'appentis qui reliait la maison à la grange. On y entrait par une petite porte qui faisait à peine 1,50 m de haut, presque cachée derrière le vieux poêle à bois de la cuisine. Un excellent début, cette porte, délicieusement petite et dissimulée, comme les portes des contes de fées ou des rêves. Quand elle avait grandi, il lui avait fallu se pencher pour passer, comme le faisait son père. Sa mère ne mettait jamais les pieds dans l'atelier, à moins d'y être absolument obligée. C'était une porte comme celle qui s'ouvre sur un monde de rêve dans Alice au pays des merveilles. Un temps, elle s'était amusée à croire, sans le dire même à son père, qu'un jour, en l'ouvrant, ce ne serait pas du tout l'atelier de Peter Goldsmith qu'elle trouverait, mais un passage souterrain qui la conduirait du pays des merveilles à Hobbiton, un tunnel étroit mais presque douillet, avec son plafond tapissé de grosses racines qui vous faisait une bonne bosse si vous vous cogniez le front. Un tunnel qui sentait non pas la terre humide, les vers et les vilaines bestioles, mais la cannelle et les tartes aux pommes. Un tunnel qui aboutissait dans l'office où Bilbon le Hobbit célébrait son 111e anniversaire. Elle n'avait jamais trouvé ce tunnel douillet, mais pour Franny Goldsmith, qui avait grandi dans cette maison, l'atelier, parfois appelé la réserve à outils par son père, et cette saleté d'endroit où ton père va boire sa bière par sa mère, avaient suffi. Étranges outils, bizarres mécaniques, un énorme coffre avec des milliers de tiroirs, tous remplis à craquer, clous, vis, mèches, papier de verre, de 3 sortes, rugueux, plus rugueux et encore plus rugueux, rabots, niveaux et toutes ces autres choses qui n'avaient alors pas de nom pour elles et qui n'en avaient d'ailleurs toujours pas. Il faisait noir dans l'atelier, à part l'ampoule de 40 watts qui pendait dans ses toiles d'araignée et le cercle de lumière vive de la lampe Tensor, toujours braquée sur l'endroit où son père travaillait. Il y avait une odeur de poussière, d'huile et de tabac à pipe, et il lui semblait maintenant qu'il devait exister une sorte de règle. Tous les pères devaient fumer. La pipe, le cigare, la cigarette, la marijuana ou le hache, les feuilles de laitue, n'importe quoi, mais quelque chose. Car l'odeur de la fumée lui semblait intimement liée à sa propre enfance. Donne-moi cette clé, Franny. Non, la petite. Alors, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Ah bon? Et pourquoi Ruthie Sears voulait-elle te faire tomber? Oh oui, c'est méchant. Oh, un vilain bobo. Bah, il va bien avec la couleur de ta robe, tu ne trouves pas? Tu devrais aller trouver Ruthie Sears pour qu'elle te pousse encore et que tu te fasses mal à l'autre jambe. Comme ça ferait la paire. Donne-moi le gros tournevis, tu veux? Non, celui aux manches jaunes. Franny, la voix de sa mère. Sors tout de suite de là et change-toi, tout de suite, tu vas te salir. Aujourd'hui encore, à 21 ans, elle pouvait se faufiler par cette porte et se tenir entre l'établi et le vieux poêle Franklin, dont la chaleur faisait un peu tourner la tête en hiver, retrouver une parcelle de l'époque où la petite Franny Goldsmith grandissait dans cette maison. C'était une sensation illusoire, presque toujours mêlée de tristesse pour son frère Fred, dont elle se souvenait à peine, lui dont la croissance avait été si brutalement et définitivement interrompue. Debout, elle sentait une odeur d'huile qui imprégnait toute la pièce, une odeur de moisi et de tabac à pipe.
Elle ne se souvenait que rarement du temps où elle était si petite, si étrangement petite, mais dans l'atelier elle y parvenait parfois, et c'était une sensation merveilleusement réconfortante. Mais elle était dans le salon maintenant, le salon. Si l'atelier représentait tout ce qu'il y avait d'heureux dans l'enfance, symbolisé par l'odeur de la pipe de son père, il lui soufflait parfois un peu de fumée dans l'oreille quand le froid lui faisait mal aux oreilles, après lui avoir fait promettre qu'elle ne dirait rien à Carla, qui aurait fait une crise. Le salon, lui, représentait tout ce qu'elle voulait oublier de son enfance. « Parle quand on t'interroge. Ne touche à rien, tu vas tout casser. Monte tout de suite dans ta chambre et change-toi. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas s'habiller comme ça? Tu ne penses donc à rien. Franny, ne tripote pas tes vêtements, on va croire que tu as des puces. Qu'est-ce que ton oncle Andrew et ta tante Carlène vont penser? Tu m'as fait mourir de honte. » Le salon était l'endroit où il fallait tenir sa langue, l'endroit où vous aviez envie de vous gratter sans pouvoir le faire, l'endroit des ordres dictatoriaux, des conversations mortelles, des oncles et tantes qui vous pinçaient les joues, des migraines, des éternuements qu'il fallait retenir, des toussottements qu'il fallait étouffer, et surtout des bâillements qu'il fallait absolument dissimuler. L'horloge trônait au fond de cette pièce, habitée par l'esprit de sa mère. Elle avait été construite en 1889 par le grand-père de Carla, Tobias Downs, et presque aussitôt avait pris le rang de précieux objet de famille, comptant ses années, soigneusement emballées et assurées lorsqu'on déménageait d'un bout à l'autre du pays. Elle avait vu le jour à Buffalo, dans l'État de New York, dans l'atelier de Tobias, lieu sans aucun doute aussi enfumé et poussiéreux que l'atelier de Peter, quoique cette idée n'eût jamais pu traverser la tête de Carla. Horloge passant parfois d'une branche de la famille à l'autre, quand le cancer, la crise cardiaque ou l'accident émondaient un rameau de l'arbre généalogique. L'horloge se trouvait dans ce salon depuis que Peter et Carla Goldsmith s'étaient installés dans cette maison 36 ans plus tôt. C'est là qu'on l'avait mise et c'est là qu'elle était restée, tic-tac, découpant le temps en petits segments secs. Un jour l'horloge sera à moi, si je la veux, pensa Franny, en regardant le visage de sa mère, blême. Mais je n'en veux pas, et elle ne sera jamais à moi. Il y avait dans cette pièce des bouquets de fleurs séchées sous des globes de verre. Dans cette pièce, il y avait un tapis gris-souris dont le poil dessinait des roses ternes. Il y avait une gracieuse fenêtre à l'anglaise qui donnait sur la nationale en bas de la butte, cachée derrière une haute haie de Troène. Carla n'avait cessé d'asticoter son mari jusqu'à ce qu'il se décide à planter cette haie quand la station-service Exxon s'était installée au coin de la rue. Puis elle l'avait asticoté pour qu'il la fasse pousser plus vite. Elle aurait même accepté d'y mettre des engrais radioactifs pour qu'elle pousse, pensait Franny. Ses récriminations s'étaient faites de moins en moins acides à mesure que la haie avait pris de la hauteur, et elles allaient sans doute cesser dans 2 ou 3 ans, quand la haie finirait par cacher complètement l'horrible station-service, quand le salon aurait retrouvé sa virginité d'antan. Mais alors elle trouverait certainement autre chose. Sur les murs, un papier peint à fleurs, de grandes feuilles vertes et des fleurs roses, presque de la même couleur que les roses du tapis. Mobilier de style colonial, une porte à 2 battants en acajou. Une cheminée qui ne servait qu'à la décoration. Une bûche de bouleau reposait depuis une éternité dans l'âtre, dont les briques rouges impeccablement propres n'avaient jamais connu la suie. Et Franny se disait que la bûche devait être si sèche qu'elle brûlerait comme du papier journal si on y mettait le feu. Au-dessus de la bûche, une marmite assez grande pour y donner un bain à un petit enfant. Elle venait de l'arrière-grand-mère de Franny, et elle était depuis toujours suspendue au-dessus de l'éternelle bûche. Et au-dessus de la cheminée, pour compléter le tableau, l'éternel fusil de chasse. Petit segment sec de temps. L'un de ses plus anciens souvenirs était d'avoir fait pipi sur le tapis gris-souris au rose terne. Elle avait peut-être 3 ans, n'avait pas appris depuis très longtemps à rester propre, et n'était sans doute admise dans le salon que dans les grandes occasions, de peur d'un accident. Mais elle y était entrée un jour pour une raison ou pour une autre, et à voir sa mère courir, ou plutôt foncer vers elle pour l'arracher à cette pièce avant que l'impensable ne se produise, avait justement provoqué l'impensable. Elle n'avait pu se retenir, et la tache qui s'élargissait, tandis que le tapis gris-perle prenait une teinte ardoise foncée autour de son derrière, avait littéralement fait hurler sa mère. La tache avait fini par partir, mais après combien de patients nettoyages? Dieu seul le savait, peut-être, mais pas Franny Goldsmith. C'était dans le salon que sa mère lui avait parlé, sombrement, explicitement et longuement, lorsqu'elle avait surpris Franny et Norman Bernstein en train de s'examiner l'un l'autre dans la grange, leurs vêtements empilés en un tas amical sur une balle de foin.
Et que penserait-elle avait demandé Carla, tandis que l'horloge égrenait solennellement ses petits segments secs de temps. Que penserait-elle si elle l'emmenait se promener toute nue sur la nationale? Hein, qu'en penserait-elle? Franny, alors âgée de 6 ans, s'était mise à pleurer, mais elle avait cependant réussi à éviter la crise d'hystérie qu'aurait dû provoquer cette image. À 10 ans, elle était entrée dans un lampadaire alors qu'elle regardait derrière elle pour crier quelque chose à Georgette McGear. Elle s'était fait une coupure à la tête, elle saignait du nez. Ses 2 genoux étaient éraflés et elle avait même perdu connaissance quelques instants. Quand elle était revenue à elle, elle était rentrée en titubant le long de l'allée, en pleurs, horrifiée par tout ce sang qui coulait. Elle serait allée voir son père, mais comme il était parti travailler, elle était rentrée en titubant dans le salon où sa mère servait le thé à madame Vénère et madame Prine. « Sors d'ici » avait hurlé sa mère. Et l'instant suivant, elle courait vers elle, la prenait dans ses bras et balbutiait « Oh, Franny, ma petite, qu'est-ce que tu t'es fait, ton pauvre nez ?» Mais en la consolant, elle conduisait Franny à la cuisine, où le carrelage ne craignait pas le sang, et Franny n'avait jamais oublié que ses 2 premiers mots ce jour-là n'avaient pas été « Oh, Franny !» mais « Sors d'ici !» Sa mère s'était d'abord inquiétée du salon, où le temps s'égrenait en petits segments secs, où le sang était interdit. Peut-être madame Prine n'avait-elle pas oublié, elle non plus, car à travers ses larmes, Franny avait vu une expression de surprise totale traverser le visage de cette femme, comme si elle avait reçu une gifle. De ce jour, les visites de madame Prine s'étaient fait sensiblement plus rares. En 6e, elle avait eu une mauvaise note de conduite sur son carnet, et naturellement, sa mère l'avait invitée à venir en parler avec elle au salon. En 3e, elle avait été 3 fois en retenue à cause de mauvaises notes, et 3 fois avait eu droit à un sermon dans le salon. C'est là qu'avec sa mère, elle avait parlé de ses ambitions, qui finissaient toujours par paraître un peu creuses. C'est là qu'elle avait parlé de ses espoirs, qui finissaient toujours par paraître un peu vides. C'est là qu'elle parlait de ses récriminations, qui finissaient toujours par paraître tout à fait injustifiées. Pleurnicherie, jérémiade, tu es incapable de voir tout ce qu'on fait pour toi. C'était dans le salon qu'on avait posé sur des tréteaux le cercueil de son frère, couvert de roses, de chrysanthèmes et de brins de muguet, dont le parfum sec remplissait la pièce, alors que l'horloge, impassible, continuait son tic-tac, égrenant ses petits segments secs de temps. « Tu es enceinte » répéta Carla Goldsmith pour la 2e fois. « Oui, maman » répondit-elle pour la 2e fois. Elle avait les lèvres sèches, mais ne voulut pas les humecter. Elle les serra très fort l'une contre l'autre en pensant. Dans l'atelier de mon père, il y a une petite fille en robe rouge, elle est toujours là. Elle rit et se cache sous l'établi avec l'étau, où elle se recroqueville en serrant ses genoux couverts de croûte contre sa poitrine, derrière le gros coffre à outils aux 1000 tiroirs. Cette petite fille est très heureuse, mais dans le salon de sa mère, il y a une petite fille bien plus petite, qui ne peut s'empêcher de faire pipi sur le tapis comme un vilain chien, comme une vilaine petite chienne, et elle sera toujours là aussi, même si je veux qu'elle s'en aille. « Oh, Franny !» continuait sa mère. « Comment est-ce arrivé ?» Les mots étaient sortis tout seuls, très vite. Elle posa la main sur sa joue, comme une vieille fille effarouchée. La même question que Jess, c'est ça qui la dérangeait vraiment, c'était la même question que lui. « Comme tu as eu tes 2 enfants, répondit-elle, je suppose que tu sais comment c'est arrivé. »« Je t'interdis !» Les yeux de Carla s'arrondirent comme des boules de loto, et Franny vit cet éclair de feu qui la terrorisait toujours lorsqu'elle était petite. Sa mère s'était levée d'un bond, ce qui l'avait aussi terrorisée quand elle était enfant. Une femme grande et mince, aux cheveux gris, impeccablement tirés en arrière, comme si elle sortait toujours de chez le coiffeur. Une femme grande et mince, dans une élégante robe verte, bas beige impeccable. Elle s'approcha de la cheminée, où elle se réfugiait toujours dans les moments de détresse. Sur la cheminée, au-dessus du vieux fusil de chasse, se trouvait un gros album. Carla était une sorte de généalogiste amateur, et toute sa famille se trouvait dans ce livre, au moins jusqu'en 1638, lorsque le premier de ses ancêtres identifiables était sorti suffisamment longtemps de la foule anonyme des Londoniens pour que son nom soit inscrit dans quelques très anciens registres paroissial, comme celui de Merton Downs, franc-maçon. The New England Genealogist avait publié l'arbre de sa famille 4 ans plus tôt, compilé par Carla Goldsmith, précisait la revue. Elle feuilletait l'album au nom minutieusement recueilli, terrain sûr où aucun vagabond ne risquait de s'aventurer. N'y avait-il pas quelques voleurs parmi eux se demandait Franny. Quelques ivrognes, quelques filles mères. Comment as-tu pu faire une chose pareille à ton père et à moi demanda-t-elle enfin. C'est Jess, n'est-ce pas? Oui, c'est Jess, répondit-elle.
Jess est le père. Le mot fit tressaillir Carla. Comment as-tu pu faire ça? Nous avons tout fait pour te donner une bonne éducation. C'est tout simplement. Et elle se cacha le visage dans ses mains et se mit à pleurer. Comment as-tu pu faire ça, après tout ce que nous avons fait pour toi? C'est comme ça que tu nous remercies? Tu vas coucher avec le premier garçon venu, comme une chienne en chaleur? Vilaine, vilaine! Elle éclata à nouveau en sanglots, s'appuya contre la cheminée, une main sur les yeux, l'autre caressant le tissu vert de l'album de famille. Et pendant ce temps, l'horloge égrenait son tic-tac. Maman, commença Franny. Tais-toi, la coupa-t-elle. Tu en as dit assez. Franny se leva. Elle avait l'impression d'avoir des jambes de bois, mais ce n'était qu'une impression, car en fait elle tremblait. Des larmes commençaient à vouloir lui mouiller les yeux, mais non, elle n'allait pas se laisser intimider une fois de plus par cette pièce. Je m'en vais, dit-elle. Tu as mangé notre pain, nous t'avons aimé, nous t'avons tout donné, et voilà comment tu nous remercies. Vilaine, méchante. Franny, aveuglée par les larmes, trébucha, son pied droit heurta sa cheville gauche. Elle perdit l'équilibre et tomba les mains en avant. Elle se cogna la tempe contre la table basse et une de ses mains envoya un vase de fleurs sur le tapis. Il ne se cassa pas, mais l'eau se mit à gargouiller et le gris perle devint gris ardoise. Regarde, hurla Carla, presque triomphalement. Les larmes avaient creusé des cernes noires sous ses yeux et de petits sillons sur son maquillage. Elle avait l'air hagard, à moitié folle. Regarde ce que tu as fait au tapis, le tapis de ta grand-mère. Assise par terre, encore étourdie, Franny se frottait la tête en pleurant. Elle aurait voulu dire à sa mère que ce n'était que de l'eau, mais n'était-ce vraiment que de l'eau? Ou bien du pipi? Avec un geste d'une étonnante rapidité, Carla Goldsmith ramassa le vase et le brandit devant Franny. « Et maintenant, mademoiselle, tu comptes rester ici? Tu espères que nous allons te nourrir et te loger pendant que tu batifoles en ville? C'est bien ça, je suppose. Eh bien, non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis plus d'accord. » « Mais je ne veux pas rester, murmura Franny. Qui t'a dit que je voulais rester ici? Et où vas-tu aller? Demanda sa mère. Avec lui? Oh, j'en doute. Non, je vais chez Bobby Rengarten à Dorchester ou chez Debbie Smith à Summersworth. Franny se releva lentement. Elle pleurait encore, mais la moutarde commençait à lui monter au nez. De toute façon, ce ne sont pas tes affaires, dit Franny. Ce ne sont pas mes affaires, reprit Carla, le vase toujours à la main, le visage blanc comme un linge. Ce n'est pas mon affaire. Ce que tu fais quand tu habites chez moi n'est pas mon affaire. Petite ingrate, petite garce. Elle gifla Franny, et fort. La tête de Franny bascula en arrière. Elle cessa de se frotter la tempe pour se frotter la joue, regardant sa mère avec des yeux incrédules. Voilà comment tu nous remercies de t'avoir envoyé dans une bonne école, dit Carla en montrant ses dents dans un sourire impitoyable et terrifiant. Maintenant, tu ne vas jamais terminer tes études. Quand tu te seras marié avec lui, je ne vais pas me marier avec lui, la coupa Franny. Et je ne vais pas abandonner mes études. Carla écarquilla les yeux et regarda fixement Franny, comme si sa fille venait de perdre la tête. Qu'est-ce que tu dis? Un avortement? Tu veux te faire avorter? Ça ne te suffit pas d'être une traînée? Tu veux te rendre coupable d'un assassinat par-dessus le marché? Non, je vais garder l'enfant, dit Franny. Il faudra que je manque le dernier trimestre, mais je pourrai prendre des cours de rattrapage en été. Et avec quel argent? Reprit sa mère. Le mien peut-être. Si c'est ça ton idée, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Une jeune fille à la page comme toi n'a pas besoin de ses parents, n'est-ce pas? Un peu de compréhension, je ne dirais pas non, répondit doucement Franny. Mais l'argent, je me débrouillerai. Mais tu n'as pas honte, tu ne penses qu'à toi. Mon Dieu, le mal que tu vas nous faire, à ton père et à moi. Mais tu t'en fiches, tu vas briser le cœur de ton père et... Mon cœur ne va pas trop mal. C'était la voix calme de Peter Goldsmith, debout à la porte. Elles se retournèrent toutes les deux. Debout à la porte, mais un peu en retrait. Le bout de ses grosses chaussures de travail s'arrêtait juste à l'endroit où le tapis du salon prenait la relève de la moquette un peu râpée du couloir. Franny se rendit compte tout à coup qu'elle l'avait bien vu des fois à cet endroit. Quand était-il vraiment entré dans le salon? Elle n'en avait aucun souvenir. « Qu'est-ce que tu fais ici » aboya Carla, tout à coup insensible aux avaries que le cœur de son mari risquait de subir. « Je croyais que tu devais travailler tard cet après-midi. »« Harry Masters me remplace, » dit Peter. « Franny m'a déjà tout dit, Carla. Nous allons être grands-parents. »« Grands-parents » grinça-t-elle avec une sorte de ricanement. « Laisse-moi m'occuper de cette affaire, continua-t-elle.
Elle t'en parle en premier et tu ne dis rien. D'accord, ça ne me surprend plus tellement de toi. Mais maintenant, je vais fermer cette porte et nous allons laver notre linge sale entre nous deux. Elle lança un sourire étincelant d'amertume à Franny. Oui, nous deux, toutes seules. Elle posa la main sur la poignée et commença à refermer la porte du salon. Franny la regardait faire, encore étourdie, à peine capable de comprendre ce débordement soudain de furie et de vitriol. Peter tendit lentement la main, comme à regret, et arrêta la porte. « Peter, je veux que tu me laisses faire, » dit Carla. « Oh, je sais ce que tu veux, » dit-il, « et je t'ai souvent laissé faire, mais pas cette fois, Carla. »« Ce ne sont pas tes affaires, » dit Carla. « Et si, » répondit-il calmement. « Papa, » commença Franny. Mais Carla se retourna vers elle, son visage parcheminé maintenant tatoué de rouge sur les pommettes. « Ne lui parle pas » hurla-t-elle. « Ce n'est pas à lui que tu parles. Je sais bien que tu as toujours su lui faire avaler toutes tes lubies, que tu as toujours su l'embobiner. Mais ce n'est pas à lui que tu parles aujourd'hui. »« Arrête, Carla, » dit Peter. « Sors d'ici, » répondit-elle. « Je ne suis pas encore rentré, » dit Peter. « Tu vois bien que... »« Oh, ne te moque pas de moi, » le coupa Carla. « Sors de mon salon. » Et elle commença à pousser la porte, rentrant la tête entre ses deux épaules, étrange taureau à la fois humain et femelle. Il la retint facilement au début, puis avec de plus en plus de difficultés. Finalement, les tendons saillirent de son cou. Pourtant, il luttait contre une femme qui pesait bien 30 kilos de moins que lui. Franny voulait leur crier d'arrêter, dire à son père de s'en aller, pour qu'elle et lui n'aient pas à contempler ce spectacle, cette soudaine éruption de violence et d'amertume qui avait toujours paru menacer Carla et qui maintenant l'emportait. Mais sa bouche restait figée, comme si ses articulations étaient rouillées. « Sors d'ici » criait Carla. « Sors de mon salon. Dehors. Dehors. Allez, salaud, laisse cette foutue porte et sors d'ici. » C'est alors qu'il la gifla. Un bruit terne, presque sans importance. L'horloge ne vola pas en poussière, mais continua à égrener son tic-tac comme elle l'avait fait depuis qu'on l'avait remontée pour la première fois. Les meubles ne grognèrent pas, mais les mots de Carla s'arrêtèrent net, comme si on les avait amputés avec un scalpel. Elle tomba sur les genoux et la porte s'ouvrit toute grande, cognant doucement contre le haut dossier d'un fauteuil victorien recouvert d'une housse brodée à la main. « Non, oh non » dit Franny, avec une petite voix plaintive. Carla posa une main sur sa joue et leva les yeux vers son mari. « Il y a au moins 10 ans que tu le cherches, » dit Peter, d'une voix mal assurée. « Je me suis toujours dit que je ne devais pas faire ça, parce qu'on ne doit pas frapper les femmes. Et je le pense encore. Mais quand une personne, homme ou femme, devient un chien et se met à mordre, il faut bien que quelqu'un l'arrête. Mon seul regret, Carla, c'est de ne pas avoir eu le courage de le faire plus tôt. Nous aurions eu moins mal. »« Papa » commença Franny. « Tais-toi, Franny » dit-il d'un ton absent et sévère. « Tu dis qu'elle ne pense qu'à elle » continua Peter en regardant sa femme stupéfaite. « Mais c'est toi l'égoïste. Tu as cessé de t'occuper de Franny quand Fred est mort. Tu as décidé que ça faisait trop mal d'aimer quelqu'un, qu'il était plus sûr de ne vivre que pour toi. Et c'est ce que tu as fait, toujours, toujours et toujours. Et cette pièce, tu ne t'es plus intéressé qu'aux morts de ta famille et tu as oublié ceux qui vivaient encore. Et quand elle est venue ici te dire qu'elle avait un problème, qu'elle avait besoin de ton aide, je parie que la première chose qui t'a traversé la tête, c'était de te demander ce que diraient tes amis du club de jardinage, ou bien si tu n'allais pas pouvoir aller au mariage d'Amy Lauder. Le chagrin fait changer, mais tout le chagrin du monde ne peut pas changer les faits. Tu ne penses qu'à toi. » Il se baissa et l'aida à se relever. Elle se remit debout comme un somnambule. Son expression ne changea pas. Ses yeux étaient toujours écarquillés, incrédules. Il n'avait pas encore recommencé à vivre, mais Franny pensa que ce n'était qu'une question de temps. « J'ai eu le tort de te laisser faire, » continuait Peter, « de ne pas vouloir de scène, de ne pas vouloir de problème. Tu vois, je ne pensais qu'à moi aussi. Et quand Franny est partie faire ses études, je me suis dit, eh bien, maintenant, Carla peut faire ce qu'elle veut, sans faire de mal à personne, sauf à elle. Et si une personne ne sait pas qu'elle se fait mal, eh bien, peut-être n'a-t-elle pas si mal que ça, après tout. Mais j'avais tort. J'ai eu tort déjà, mais jamais autant que cette fois-ci, et il prit les épaules de Carla, doucement mais très fermement. Maintenant, c'est ton mari qui te parle. Si Franny a besoin d'un endroit où rester, elle est ici chez elle, comme toujours. Si elle a besoin d'argent, elle peut m'en demander, comme elle a toujours pu le faire. Et si elle décide de garder son bébé, tu prépareras une jolie fête pour son arrivée. Et tu crois peut-être que personne ne viendra, mais elle a des amis, de bons amis, et ils viendront.
Et je vais te dire encore une chose. Si elle veut le faire baptiser, elle le fera ici, ici même, dans ce foutu salon. » On aurait dit que la bouche de Carla s'était décrochée. Un son commença à en sortir, un son qui, au début, ressemblait étrangement au sifflet d'une bouilloire sur une cuisinière, puis qui se transforma en un gémissement perçant. « Peter, ton propre fils était là, dans son cercueil, dans cette pièce. »« Oui, répondit Peter, et c'est pour cette raison que je ne connais pas de meilleur endroit pour baptiser une vie nouvelle. Le sang de Fred, du sang vivant. Fred, il y a longtemps qu'il est mort, Carla, il y a longtemps que les vers l'ont mangé. » Elle poussa un hurlement et se colla les deux mains sur les oreilles. Il se pencha pour la forcer à les enlever. « Mais les vers n'ont pas encore bouffé ta fille et le bébé de ta fille. Peu importe comment il est arrivé, il est vivant. On dirait que tu veux chasser ta fille, Carla, et qu'est-ce qu'il te restera après? Rien, sauf ton salon et un mari qui te détestera. Si tu fais ça, on aurait aussi bien pu être allongés ici tous les trois ce jour-là, moi, Franny et Fred. »« Je vais me coucher, dit Carla. J'ai mal au cœur. »« Je vais t'aider, maman, dit Franny. »« Ah, ne me touche pas, reprit sa mère. Reste avec ton père. Vous aviez bien monté votre coup. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi dans cette ville? Pourquoi ne pas t'installer dans mon salon, hein, Franny? Salis le tapis avec tes chaussures pleines de boue. Prends des cendres dans la cheminée et jette-les dans mon horloge. Hein, pourquoi pas? Elle éclata de rire et sortit en poussant Peter. Elle titubait comme une pocharde. Peter voulut la prendre par les épaules, mais elle découvrit les dents et cracha comme un chat. Son rire se transforma en sanglots tandis qu'elle montait lentement l'escalier, s'appuyant à la rampe d'acajou. Des sanglots déchirants, éperdus, qui donnèrent à Franny envie de hurler et de vomir tout à la fois. Le visage de son père avait pris une couleur de linge sale. Sur le palier, Carla pivota sur les talons en chancelant si fort que Franny crut un moment qu'elle allait dévaler toutes les marches. Elle les regarda, parut vouloir ouvrir la bouche, puis leur tourna le dos. Un moment plus tard, le claquement de la porte de sa chambre assourdit la tempête de son chagrin et de sa douleur. Franny et Peter se regardaient, épouvantés, tandis que l'horloge égrenait calmement son tic-tac. « Ça va se tasser, dit Peter d'une voix calme. Elle va s'y faire. »« Tu crois ?» demanda Franny, en s'avançant lentement vers son père, qui la serra contre lui. « Moi, je crois pas. »« On verra, reprit Peter. Mais n'y pensons plus pour le moment. »« Je devrais peut-être m'en aller, dit Franny. Elle ne veut pas de moi. »« Non, tu devrais rester, reprit son père. Tu devrais être là quand elle comprendra, si elle comprend un jour qu'elle a besoin que tu restes. Mais moi, j'en ai besoin, tu le sais. »« Papa, fit-elle, en collant sa tête contre sa poitrine. Oh, papa, je regrette tellement. »« Chut, fit-il, en lui caressant les cheveux. Par-dessus la tête de sa fille, il voyait le soleil de l'après-midi qui rougissait, à travers les grandes fenêtres, comme il l'avait toujours fait, doré et tranquille, le soleil qu'on voit dans les musées, dans les maisons des morts. « Chut, Franny, je t'aime,